bonsoir. Donc on va passer à la table ronde. Peut-être auriez-vous, parce que tous les intervenants de cette début de présentation de conférence ne seront pas présents à la table ronde, peut-être avez-vous une question pour l'un d'entre eux, ou vous les retrouverez de toute façon après pendant le cocktail. Non, leurs exposés ont été suffisamment clairs. Bon, parfait. Donc j'invite Martine Guignard, donc de l'Imprimerie nationale, à se joindre à nous pour la table ronde. Jacques Hulu de l'APHP, Pascal Bourrat du Crédit Agricole et Mathieu Rancien de l'ANSSI. Bonjour à tous, déjà. Juste 3 secondes pour me présenter, Pascal Bourrat, donc au Crédit Agricole, effectivement. Je suis dans une entité qui s'appelle Silca, qui est un des principaux GIE qui opère pour le groupe Crédit Agricole. Et donc aujourd'hui, on a eu la chance de valider notre projet SOC il y a à peu près 2 ans. Et donc on a un SOC opérationnel qui fait travailler environ 20 personnes aujourd'hui. On a à peu près 4500 équipements. Et on a beaucoup de routes à faire encore. Donc j'ai bien reconnu les différentes étapes et les différentes interrogations que vous étiez posées pour faire ce document. Et j'ai bien reconnu les différentes étapes par lesquelles on est passé aussi. Et notamment tous les points d'interrogation qui restent encore aujourd'hui sur certains aspects. Donc ça m'a, je dirais, un petit peu rassuré d'un côté, parce qu'on a vraiment connu toutes ces étapes-là. Et puis de l'autre, c'est vrai qu'il reste quand même beaucoup d'interrogations et des questions auxquelles il n'est pas facile de répondre aujourd'hui. Alors je pourrais vous faire part de notre approche, mais effectivement, je vous confirme que... Bon, vous reconnaissez dans cette approche, c'est vrai qu'elle a essayé d'être, comme l'évoquait Jean-Marc et Martine, assez consensuel. Jacques, vous aviez participé, je crois. On n'a pas participé également. Donc pour la reconnaissance, c'est assez proche. On retrouve toutes les étapes. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup de cases dedans et les équipes sont souvent petites. Donc finalement, les personnes font une multicasquette. Donc les niveaux 1, niveau 2, niveau 3, c'est bien sur le papier finalement, mais quand on commence un SOC, c'est souvent une personne qui fait ces 3 niveaux. Certains ont parlé un peu de séparer sécurité opérationnelle, SOC. C'est vrai que chez nous, c'est fusionné. Donc voilà, plus l'équipe est petite, c'est vrai, donc plus on mélange les casquettes finalement pour couvrir tout ça. Mais toutes les étapes, on les retrouve de toute façon. On est au début, ça fait même pas 1 an qu'on est 3. Donc c'est un petit SOC. Mais on est passé par toutes les étapes. On les retrouve. D'accord. Merci de cette petite précision. J'avais une question en fait, et je suis assez satisfait de voir les présentations qui ont été faites et de voir qu'elles ont mis l'accent sur la partie humain du SOC, qui est des fois qui avait été un peu oubliée dans les premiers travaux qu'on a pu voir il y a quelques années sur le SOC, où effectivement, comme l'évoquait Jean, on était très focalisé sur la partie outillage, où on faisait un raccourci entre le SOC et le SIEM, etc. Et vous avez tous assez bien insisté sur la compétence humaine dont on a besoin dans un SOC, et je trouve que c'est assez pertinent de l'avoir fait ici. Comme vous avez fait cette insistance autour de la réponse à l'incident derrière le SOC, puisque le SOC détecter l'incident c'est bien et traiter l'incident derrière c'est mieux. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez aussi mis en œuvre au sein de l'Imprimerie nationale, Martine, d'aller au-delà du SOC, d'aller dans un traitement d'incident? Alors oui, on traite les incidents. Enfin, comme on a un prestataire externe, le prestataire externe nous envoie des alertes et il y a un outil dédié et donc en fait on ferme les tickets d'alerte. Mais ces alertes donnent lieu à des ouvertures d'incidents, parfois, sur l'outil interne qui, lui, est destiné à la DSI, que ce soit l'équipe réseau, que ce soit les administrateurs système, les gens qui font des applications. Ça peut être, vous avez des ports ouverts sur tel pare-feu qui ne devrait pas être ouvert, choses comme ça. Bon, et en fait, ce qui est bon, c'est qu'on a un bon taux de fermeture des incidents. Ça, c'est bien. Parce que le problème, au début, comme on dit, il y a beaucoup de faux positifs. Et moi, j'ai eu un moment de désespoir, ça devait être vers le 3-4e mois du SOC, où on avait 150 incidents d'ouverts et je me disais, mais on ne va jamais y arriver. Voilà. Et en fait, alors après, on a beaucoup travaillé sur comment réduire le taux de faux positifs. Et là, alors là, faut tuner les équipements, voilà, c'est du travail au long cours et ça prend du temps. Mais là, maintenant, on est arrivé à une détection, on va dire, correcte. Alors, quand on arrive à une détection correcte, on se dit, finalement, j'ai dépensé tout ce fric et j'ai quoi par mois?
j'ai 10 incidents, dont certains qui ne sont pas forcément des incidents hyper graves. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà. Est-ce que c'est un indicateur, du coup, le temps nécessaire entre la détection et la clôture d'un incident? Est-ce que c'est un indicateur pertinent pour un SOC? Disons que le prestataire fait le travail, on va dire, dédié SOC, et mon équipe, elle fait la relation avec les métiers de l'imprimerie nationale. Par exemple, il y a eu tel port qui a été ouvert parce qu'on a mis en place tel service, etc. Et ils vont aller chercher qui a fait ça, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils vont aller voir les métiers, etc. Donc il y a des cas où, oui, il faut que ça soit ouvert, quoi. Enfin, voilà, parce qu'en fait, il y a des bases qui disent que ça doit être comme ça, puis parce qu'on n'est pas toujours prévenu par les équipes qu'il y a un nouveau service qui démarre, qu'il y a une nouvelle application qui démarre, etc. On le découvre des fois au détour des incidents du SOC. Donc en fait, cette recherche auprès des métiers, c'est extrêmement important, et effectivement, fermer rapidement les incidents, c'est très important. Il y a comme ça qu'on sait si le SOC fonctionne ou pas, parce que si on a en permanence 100 incidents d'ouvert, je vois pas ce qu'on peut déduire de ce que remonte le SOC. Voilà. C'est qu'on a absolument besoin, il ne faut pas imaginer qu'on prend un prestataire et qui va nous remonter des incidents et que l'histoire s'arrête là. Il faut vraiment avoir une compétence en face, interne. Donc ça veut dire connaître l'entreprise, la gestion d'incidents dans l'entreprise, solliciter les équipes, etc. Donc ça, c'est vraiment une montée en maturité aussi, en miroir de celle du SOC finalement, qui est à opérer. Ça, c'est important. C'est ce qu'évoquait tout à l'heure, je pense que c'était Engie, a mis un peu l'accent, mais d'autres aussi, sur la gestion du risque. En fait, bien connaître ses risques, du coup, c'est de savoir comment réagir sur tel type d'incident. Bien connaître ses risques, bien connaître ses équipes, son entreprise. L'aspect humain entre évidemment en jeu, puisque quand on met en place ce genre de projet, qui est quand même assez coûteux, on l'a dit, coûteux et puis complexe, il y a des inquiétudes dans certaines équipes. Donc ça, il faut aussi arriver à, je dirais, vendre le projet auprès des équipes. Et puis faire en sorte qu'ensuite la gestion d'incidents soit suffisamment fluide pour qu'on y trouve effectivement son compte. Ouais. D'accord. Jacques, vous avez partagé cette... Nous, le SOC est totalement interne, donc on n'a pas de prestataire dessus, donc on n'a pas de problème de contexte pour le coup, parce on le connaît. Et le SOC, il s'est intégré finalement dans une structure qui existait. Donc les gens qui s'occupaient des incidents réseau, c'est toujours les mêmes qui s'occupent des incidents réseau, l'AD pareil. Donc l'avantage, c'est juste la personne qui notifie l'incident et un acteur en plus. Voilà. Donc il y a une équipe en plus qui, à travers toute l'activité SOC, déclare des incidents. Après, c'est une question de charge. Du coup, on rajoute de la charge à ces équipes-là. Le problème, il est surtout là. Mais... Alors du coup, les incidents sont traités plus rapidement, c'est la même équipe, c'est plus fluide en interne? Non, pas forcément. Mais par contre, on a le délai de contexte on est gagnant là-dessus. C'est que l'analyse du contexte est bien plus rapide, parce qu'on connaît nos applis, on est dans la maison. Donc côté contexte, on gagne. Côté délai, après, ça dépend des charges des équipes. Donc ça, c'est vrai, c'est la philosophie de chaque boîte. Et c'est pas forcément plus rapide, mais et c'est traité en interne en tout cas. On va profiter de la présence de Mathieu de l'ANSSI, puisque Mathieu a travaillé sur les sujets liés au SOC. Comment vous voyez, et c'est peut-être une question collégiale d'ailleurs, mais je laisserai la parole à Mathieu en premier, la coopération entre les SOC publics et les SOC privés? On a évoqué la réponse à incident avec le CERT ou les réseaux de CERT ou d'autres instances. Mais est-ce que vous voyez une articulation entre les SOC publics et privés? Public au sens peut-être que l'ANSSI dispose d'une infrastructure... Alors, merci au Clusif d'accueillir l'ANSSI. C'est très gentil de votre invitation. Je vois que c'est un sujet qui mobilise de plus en plus de personnes. Juste pour reprendre, l'ANSSI est arrivé discrètement dans le monde du SOC, qui existe depuis de nombreuses années, parce que le SOC, le dispositif, multiples définitions, répond pour nous à 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu, c'est qu'aujourd'hui, on était au premier rang des attaques et des grands sinistres qui ont touché différentes institutions publiques ou de grandes entreprises privées. Et malheureusement, le SOC aujourd'hui constitue pour l'ANSSI la seule réponse face à la nouvelle menace, la menace qui frappe aujourd'hui ce que nous on appelle les OIV. Donc il n'y a pas mieux aujourd'hui que des gens formés, outillés, dans un environnement de confiance pour tenter de contrer, au moins de détecter le plus en amont possible des attaques. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on a l'article 22 de la loi de programmation militaire qui impose
donc aux OIV de s'équiper de dispositifs de détection d'incidents de sécurité opérés par des prestataires qualifiés. Donc c'est pour ça qu'on a publié le référentiel PDIS. Et troisième et dernier point qui revient à votre question, c'est effectivement l'objectif de qualifier des prestataires, c'est pour nous de constituer une communauté de confiance. Parce qu'effectivement, nous, on a besoin, et on l'a vu, on qualifie des produits historiquement à l'ANSSI, mais on qualifie depuis quelques années maintenant des prestataires. Et pour ceux qui sont PASSI, ils le voient dans les forums PASSI, on cherche à recréer des communautés dans lesquelles on va pouvoir échanger de l'information. Évidemment, à terme, l'objectif de dispatcher comme ça des SOC qualifiés, dont on a pu s'assurer de la confiance au niveau de l'infrastructure et des personnes, de pouvoir partager des secrets. Et les secrets, pour nous, effectivement, c'est les schémas d'attaque. Qu'on ne souhaite pas divulguer forcément aux attaquants. Donc c'est pour ça que, effectivement, je vous le confirme, on est dans cette dynamique d'échange entre le CERT de l'ANSSI et cette communauté de prestataires. Et est-ce qu'on peut imaginer que cet élan d'échange d'informations ou cette qualification des prestataires aille peut-être au-delà de ce que vous allez faire aujourd'hui pour une population particulière d'entreprises? Vous évoquiez les OIV. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, il y a une qualification peut-être un peu moins exigeante ou... Alors, pour l'instant, la commande, c'est la loi de programmation militaire. Donc, on essaie d'y répondre. Il y a un nombre d'acteurs considérable en France qui sont concernés. C'est 234 établissements, publics et privés. Donc, déjà, on va essayer de réussir cette commande. Et on se rend compte de l'effort que ça demande, tant aux prestataires qui sont en cours de qualification. On a 7 actuellement qui sont en phase expérimentale. Donc, qu'on fait les efforts financiers, les investissements pour s'équiper et se mettre en conformité avec ce référentiel, et aussi les OIV qui ont joué le jeu et qui ont accepté de se mettre dans cette dynamique-là. Donc déjà, on va répondre à cette commande-là, et évidemment, une fois qu'on sera sûr de la viabilité du modèle, pourquoi pas, oui, effectivement, étendre et peut-être imaginer un niveau de qualification peut-être inférieur, je ne sais pas, pour pouvoir en faire profiter aussi les non-OIV. Oui, laisser personne sur le bord de la route, quoi. On espère. Merci. Une question concernant Après, je laisserai bien sûr la salle profiter de nos interlocuteurs pour poser des questions. Sur la partie périmètre du SOC aujourd'hui, je pense peut-être moins pour l'ANSSI, mais pour nos autres acteurs, comment vous voyez aujourd'hui la frontière entre l'opération de votre SOC sur votre système d'information interne que vous maîtrisez, à peu près, ce que vous évoquiez, ce qu'on a vu, ce qu'on essaie de maîtriser, et puis des infrastructures qui sont aujourd'hui externalisées, je pense en particulier aux infrastructures de cloud, puisque c'est une forme d'externalisation un peu particulière. Quelle capacité vous avez aujourd'hui d'intégrer dans votre SOC, à la fois dans la détection, et puis la réponse à incident, c'est peut-être un autre sujet, un autre débat d'ailleurs. Ça pourrait donner l'idée à certains de créer un GT sur la gestion de la réponse à incident en complément de ce qu'on a fait ici sur le SOC. Mais comment vous voyez en fait cette intégration? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce que les acteurs du cloud vous facilitent la vie? Est-ce que vous pouvez répondre, Pascal? C'est un grand débat, effectivement. On va dire que les choses ne sont pas toujours facilitées. On a la chance pour l'instant d'avoir un certain nombre de services, en tout cas au niveau du groupe, qui sont plutôt internalisés. Donc ça nous facilite quand même la tâche. Mais évidemment, il y a une tendance forte à aller vers le cloud, etc. Donc ça complique très clairement les choses. Il faut prendre le sujet, je pense, dès le début avec... les interlocuteurs côté cloud. Donc on a quelques exemples chez nous. Donc on essaye de travailler ensemble pour présenter déjà le service que l'on offre à l'intérieur du groupe et puis voir quels sont les points sur lesquels on pourrait échanger les informations, récupérer certaines logs. Ça, c'est pas évident, mais bon, c'est quand même assez compliqué en général. Oui. On a tout en interne. Donc c'est vrai que c'est pas un vrai problème qu'on a pour le moment. Ceci dit, on sait qu'il y a des utilisateurs qui utilisent des services cloud. On en est conscient. Mais aujourd'hui, on n'est pas du tout outillé pour ni s'occuper de l'identité, ni de savoir ce qu'ils y mettent dedans. Parce que la plupart font des flux chiffrés, on n'a pas de quoi les déchiffrer. Donc on sait qu'il y a une activité cloud qui existe, un résiduel des utilisateurs. Maintenant, c'est pas une activité de l'administration qui est dedans. Mais ça, c'est pas un incident pour vous, du coup, le fait que les gens utilisent un service? On fait par étapes. Notre premier périmètre, c'était l'IT local, déjà. Après, il y a les applis internes. Et après, la partie cloud. Donc on fait par petits bouts. Donc on a déjà pas mal avec le premier morceau. Et
pour avoir l'extension de périmètre. Ouais. Pour l'instant, c'est pas... Déjà bien maîtriser ce périmètre, puis après, on verra par la suite. Petit à petit. Martine, vous avez une... Alors moi, moi non plus, on n'est pas des fervents de l'externalisation, mais ceci dit, on en a quand même. Alors on a déjà la messagerie qui est... Alors c'est du cloud, entre guillemets, parce que c'est quand même un serveur dédié, je dirais pas chez qui, mais qui est très très mauvais joueur, qui veut pas du tout communier les logs du serveur, ni rien. Donc en fait, la messagerie, alors c'est là d'ailleurs d'où viennent, on peut dire, 80% de nos problèmes. Donc la messagerie, on en est rendu à être obligé de mettre des trucs chez nous pour choper tous les emmerdes qu'on a. Voilà. Et c'est pas du... Alors après, on a effectivement de plus en plus de gens qui nous demandent des applications dans le cloud. Alors c'est toujours des services internes, RH, juridiques et autres. Donc ceux-là, ils n'étaient pas du tout dans le périmètre SOC. Par contre, le SOC ne nous empêche pas de... Moi, dans mon équipe, j'ai des gens qui font des tests d'intrusion, qui font... voilà, ça n'a rien à voir avec le SOC, mais alors, concernant le cloud, c'est hyper utile. Hein. C'est-à-dire que moi, je n'accepte pas de contractualiser si je ne peux pas faire un certain nombre de tests sur le service qu'on me propose en mode cloud. Et d'ailleurs, je viens de jeter lourdement un prestataire... cloud sur la thématique, je crois que c'était pour surveiller les applications, et on lui a prouvé qu'en fait il y avait quand même un nombre de failles de sécurité assez inquiétant dans son outil cloud. Donc le SOC c'est une chose, mais ça n'empêche pas de faire le reste. Vous parliez des compétences faites tout à l'heure. Je reviens sur la partie compétences humaines à laquelle on faisait allusion tout à l'heure. Vous évoquiez d'ailleurs, plusieurs intervenants évoquaient la difficulté de recruter. D'ailleurs, qu'on soit effectivement à Clermont-Ferrand ou à Paris, c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être un peu plus pour les gens de Clermont-Ferrand, pour ceux qui ne sont pas ou à Douai, c'est vrai. Donc, comme quoi, il n'y a pas de bonne localisation pour trouver la bonne compétence. Mais donc, du coup, une fois qu'on a trouvé cette compétence, comment on fait pour la retenir et surtout, peut-être, Mathieu, c'est une question ouverte. Hein. Je ne demande pas une réponse officielle de l'ANSSI ici. Hein. Puisque vous certifiez des opérateurs de cloud à travers PDIS, vous certifiez donc des organisations. Est-ce que vous avez aussi demain l'envie ou d'aller regarder un petit peu la compétence des personnes qui opèrent finalement dans le cloud, dans le SOC? Alors, effectivement, contrairement au référentiel PASI, donc prestataire d'audit, PRIST, prestataire de réponse à incident de sécurité, PDS ne prévoit pas pour l'instant la qualification des individus qui opèrent les SOC. Donc effectivement, c'est une différence par rapport aux autres référentiels. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, le métier d'opérateur de SOC, quelque niveau qu'on puisse qualifier, est encore assez immature en France. Donc, de ce qu'on a pu constater. Donc du coup, c'était un petit peu avant-gardiste de commencer déjà à évaluer ce type de compétences quand ces postes sont finalement assez dilués, externalisés. Voilà. On va attendre que le marché prenne sa place en France. On rattrape peut-être un retard par rapport à d'autres pays là-dessus et qu'on commence à avoir une communauté de professionnels autour de la défense. Et là, j'en appelle aux organismes de formation de pousser de la formation sur le territoire pour former des opérateurs de SOC, qui est un métier particulier parce que nous, à l'ANSSI, on a un centre de détection, on opère des sondes, etc. Et on s'aperçoit que c'est des profils qui doivent se former sur différentes techniques et que c'est un métier différent que celui de l'offensif. Je parle des tests d'intrusion, bien sûr. Et vous avez une fiche de poste ? Alors, il y a pas une fiche de poste, mais en annexe du référentiel PDS, on a commencé à esquisser quelques compétences. Mais c'est une esquisse. Et évidemment, si vous avez envie de compléter ou d'apporter des choses sur ce référentiel, il est ouvert perpétuellement aux commentaires. Mais comment vous faites du coup pour vos compétences, sur quels critères vous le fait d'être en province isolée, ça a aussi des avantages. Parce qu'une fois qu'on les a embauchés, qu'ils ont une vie de famille tranquille, ils sont pas forcément aussi bien payés qu'en région parisienne, mais qu'ils ont un gros avantage, c'est qu'ils rentrent tous les soirs tranquillement s'occuper de leurs enfants et tout. Et puis qu'ils voient comment ça se passe là, dans les boîtes de conseil ou chez les prestats, là, avec des mecs qui bossent jusqu'à 10h du soir. Finalement, ils se disent bon, d'accord, mais bon, c'est pas mal. Ils font les 3-8 quand même. Donc, non, pas du tout. Donc en fait la province a des inconvénients, mais a aussi des avantages de ce point de vue-là pour les garder. Par ailleurs, moi j'ai la chance dans le Nord de bénéficier de quelque chose qui s'appelle l'Université de Valenciennes,
qui a une formation de cybersécurité excellente. Et j'ai en permanence un apprenti. Alors je les prends après Valenciennes, c'est-à-dire ils font leur master, puis après ils vont dans d'autres écoles, mais ils ont déjà voilà. Et c'est vraiment des gens très 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 bien formés à la cybersécurité, et j'en suis très content. Alors en fait, je les embauche pas tous, évidemment, je peux pas. Donc en fait, j'en ai un et puis ça suit, etc. Mais ça, c'est vraiment. Donc il n'y a pas que des désavantages dans la province. PHP, vous avez... Bah, nous, on est à Paris, mais on galère quand même pour recruter. Il y a pas... c'est pas une raison. Non, mais on n'y arrive pas du tout même. Hein, parce que si c'est pas qu'une question de trouver le bonhomme, il faut aussi le payer. Et ça, c'est compliqué. Donc non, pour l'instant, c'est de la ressource interne, nous qu'on forme petit à petit, donc à travers les formations. Mais c'est vrai, c'est une compétence nouvelle que les gens... Pas forcément, c'est même des recrutements internes, hein, des gens qui faisaient d'autres métiers, qu'on reconvertit à la sécurité. Qu'on forme, qu'on fait monter en compétences. Est-ce que les gens du métier sont des gens qui seraient qualifiés du coup pour être des opérateurs de SOC, pour avoir cette visibilité de problèmes métiers en fait? La base technique, ça me paraît compliqué. Non, il faut quand même des personnes de l'informatique quand même à l'origine. C'est quand même minimum. Après qu'on fait évoluer vers la sécurité. C'est une première truc. Après on a les stagiaires aussi. Donc Paris attire aussi pas mal de stagiaires, donc on peut jouer sur les stagiaires perpétuels, je dirais. Un peu jeune peut-être pour arriver à avoir une certaine pertinence dans l'analyse. Ouais, mais on attire en tant que stagiaire. On va dire pour les stages, on est attirant. Après on paye pas beaucoup, mais c'est suffisant pour un stagiaire. Ça fait une belle carte de visite, c'est sûr. Voilà. Je crois que c'est un problème que tout le monde rencontre, effectivement, le recrutement. Nous, on avait effectivement commencé à brosser le profil idéal de la personne qui travaille dans le SOC. Alors évidemment, première pastille, expert sécurité. Ensuite, quelqu'un qui connaisse l'entreprise, les métiers, etc., ce serait pas mal. Quelqu'un qui soit peut-être un petit peu statisticien, etc., ça aide aussi à un moment donné. Quelqu'un, voilà. Et on avait ligné 10 pastilles comme ça. Le bouton à 10 pattes, très clairement, on ne le trouve pas. Donc voilà, on mise plutôt aujourd'hui sur la complémentarité au niveau des profils, avec effectivement des personnes qui sont un petit peu plus jeunes, moins d'expérience, mais qui ont aussi une envie de creuser certains sujets, etc. Et puis, il faut se renforcer, je pense, se préparer au pire, au turnover, très clairement. Donc, il faut se renforcer sur les processus, sur les fiches réflexes, etc., pour que le prochain qui prend la place puisse trouver sa place assez rapidement et efficacement. Ouais, c'est un métier un peu usant, peut-être, quand même. Tout à fait. Merci, messieurs. Pardon. Merci, madame. Merci, messieurs. Je vais laisser la salle. Peut-être auriez-vous des questions à poser à nos interlocuteurs? Olivier Revenu, cabinet Onyx. J'aurais 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez abordé les liens avec le NOC, puisqu'il y a quand même un ancêtre, un antécédent au SOC qui est le NOC, et je pense que l'organisation peut aider à être un élément qui accélère la mise en place du SOC. Et la deuxième question, ça concerne la sécurité du SOC. Alors peut-être que Mathieu pourra nous en dire un petit peu, parce que je pense que les référentiels vont dans ce sens-là. On voit que le SOC, s'il fait de la détection, de la réaction, il devient un maillon névralgique de l'entreprise. Et finalement, un attaquant pourrait se dire, si j'attaque le SOC, j'ai tout gagné. Et on entend certains offreurs du marché proposer des outils très puissants avec de l'intelligence artificielle. Donc on se dit que dans les années à venir, ça va devenir, je dirais, le point le plus important à attaquer, encore plus important que l'AD, parce qu'avec ça, on peut tout faire. Voilà. Le lien avec le NOC ou avec tout outil préexistant de sécurité a soulevé au départ, dans le décollage du GT, des discussions passionnelles. Et en fait, donc du coup, on a un peu coupé court. Chacun fait comme il veut, parce que voilà, ou alors ça devenait le sujet unique, voilà. Donc on n'a pas creusé du tout cet aspect-là. On est reparti avec un SOC. Alors, on a posé la question évidemment de est-ce qu'on intègre des outils existants sur la surveillance du réseau ou pas. Après c'est le choix de chaque entreprise, mais on n'a pas voulu aborder ce sujet-là parce que c'était un sujet qui soulevait des passions assez importantes. Voilà. Alors pour la sécurité du SOC, je pense que mon voisin est beaucoup plus qualifié que moi pour en parler. De manière expérimentale, bien sûr.
Sur le NOC, pour le centre de détection qualifié PEDIS, c'est une source d'information comme une autre. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est de la remontée d'information. Juste un point, effectivement, un élément important du dispositif de qualification PEDIS et qui demande d'énormes efforts financiers aux candidats à la qualification, c'est effectivement l'architecture très cloisonnée et surtout des mécanismes de défense en profondeur qui, évidemment, tu as très bien dit Olivier, le SOC est par essence la cible à privilégier quand on souhaite compromettre un système d'information majeur. Aujourd'hui, voilà. Et c'est comme ça qu'on a conçu le référentiel, c'est parce que dans cette optique, d'abord, un prestataire de détection de confiance, c'est déjà un prestataire qui travaille dans un environnement durci sur plein de sujets que je ne vais pas aborder là maintenant, mais voilà. Donc c'est une prérogative très importante. Faut-il un SOC pour superviser le SOC ? Alors exactement, mais c'est une question très pertinente. Effectivement, dans le référentiel, il y a l'obligation que le SOC se surveille lui-même. Alors c'est une exigence qui a été peut-être un petit peu maladroite dans sa production actuelle. Actuellement, on est en phase de révision du référentiel, donc on est parti pour une série de groupes de travail où on va notamment travailler ce point-là, qui est un peu trop évasif et qui nécessite d'être détaillé, quoi. Effectivement, le SOC se protège lui-même, se surveille lui-même, utilise une sonde de détection qualifiée pour se protéger, quoi. Non, juste un point, Martine. Je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que je pense que c'est très important, effectivement. Tu as dit, oui, mais finalement, le SOC, j'ai quoi, 10 pauvres alertes qui m'arrivent dans la journée. À quoi ça sert de payer très cher ? Dans le mois, alors encore pire. D'accord ? Non, mais je pense que c'est très important, parce que moi aussi, je l'ai entendu, ce cas-là, et c'est assez dévalorisant, justement, pour le SOC, et pour dire, mais finalement, je paye très cher pour une surveillance où j'ai aucun élément. Donc, quels sont tes arguments quand tu entends ce genre de truc, si ce n'est de dire, j'ai comme une télésurveillance à la limite d'un bâtiment, si je ne suis pas appelé, bonne nouvelle, malgré tout, je la paye quand même. Non, mais en fait, c'est quand même utile, parce que quand il y en a, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais bien qu'on est en permanence agressé par tous ces comités revue qualité, revue machin, revue truc, qui traitent tout, que ce soit le SOC ou n'importe quoi, suivant les mêmes... voilà, donc il faut sortir des trucs, des machins, et... dans l'année, il y a des mois où il se passe beaucoup de choses, puis il y a des mois où il se passe beaucoup moins de choses. Mais bon, je pense que c'est normal, quoi. C'est la vie des... Voilà. Donc j'ai dit ça, mais je ne considère pas qu'il est inutile. Je pense qu'il y a un point très important qui a été évoqué tout à l'heure, c'est comment je teste l'efficacité de mon SOC. Et donc ça, c'est un des points sur lesquels nous, en particulier, on va commencer à travailler l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on manque un peu d'outillage ou de prestations, justement, qui pourraient nous aider à ça. Et c'est une vraie grande question, effectivement, où j'en suis. J'ai 10 incidents par mois parce que je suis très très bon et qu'il n'y a que les 10 qui sont vraiment graves que je remonte, ou bien c'est tout le contraire et je loupe tout. Il y a aussi le problème du périmètre. C'est-à-dire qu'en fait, un jour, j'ai piqué une crise parce qu'il se passait un truc et que le SOC n'avait pas vu. Et alors, il y a mon chef celui qui est principal responsable du SOC, dit « Martine, c'est normal, on ne surveille pas ce périmètre. » Je dis « Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. » Voilà. Et bon, après étendre à l'intégralité des SI, c'est pas non plus raisonnable. Bonjour, j'aurais 2 questions. Quand est-il intéressant de bâtir un SOC interne plutôt que de faire appel à des prestataires ? Y a-t-il des profils d'entreprise pour lesquels ça aurait plus de sens ? Et ma deuxième question, quel risque voyez-vous par rapport au SOC externe en termes de localisation, quand les données sortent du territoire ou que les administrateurs sont à l'extérieur ? Sachant qu'avec le cloud, c'est souvent déjà les données elles-mêmes qui sont externalisées. Sur la première question, je crois que chaque entreprise a des critères pour déterminer...
si je prends... Alors là, je vais revenir sur mon cas particulier, un Premier National. Bon, moi, c'était clair et net. Je n'obtiendrai jamais l'autorisation de recruter 3 personnes pour s'occuper d'un SOC. Donc c'est pour ça que je suis allée tout de suite vers une... Et puis je voulais des résultats rapides et je savais qu'en interne je n'aurais pas des résultats rapides parce que il y a un phénomène à la Première Nationale, c'est que les gens sont recrutés pour faire un truc et puis que 3 mois après ils se retrouvent à faire autre chose. Parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de trucs et du coup quand il y en a un qui est bon, on vous le tire pour aller faire un projet. Donc voilà. Donc moi j'ai tout de suite été dans cette démarche. Bon, maintenant ce qu'on voit c'est qu'il y en a qui ont commencé en interne qui externalisent et il y en a qui ont commencé avec un SOC externe qui réinternalise. Donc il y a une expérience, comme on dit et que c'est Vincent qui avait dit, il y a une première expérience qui fait que après, on a des critères pour mieux apprécier s'il vaut mieux faire ça en interne ou externe. Après, par exemple, moi, je voulais me débarrasser du SIEM. J'avais fait des essais de SIEM et ça s'était très mal passé. Donc, quand j'ai démarré, j'ai dit le SIEM, ça, je veux même pas en entendre parler. C'est le prestataire qui s'en occupe. Je veux même pas savoir comment un petit peu comment ça marche, mais pas trop. Voilà. Mais bon, chaque entreprise doit faire sa grille de ce qu'il veut mettre dans le SOC, etc. Et à partir de là, mettre des critères et il va arriver, ça on externalise, ça on conserve. Ça, c'était la première question. Je confirme la question du modèle du SOC, ça a généré pas mal de débats chez nous. Au-delà de ça, il y a aussi comment on s'organise avec un CERT, etc. Pour le SOC, nous, on a eu une expérience qui est, je pense, un petit peu celle que tu es en train de vivre en ce moment. On a démarré à 2 personnes et on a commencé à regarder un petit peu ce qui se passait dans les logs. On apprend comme ça assez rapidement, ça prend quand même du temps, mais à bien connaître son système d'information, où sont les singularités, qu'est-ce qui serait intéressant, etc. Et ça fournit vraiment une expérience de valeur que vous pouvez utiliser par la suite quand vous décidez de passer au niveau suivant et peut-être avec un prestataire pour pouvoir le challenger, pour pouvoir comprendre pourquoi il n'a pas vu certaines choses que vous aviez déjà vues auparavant, etc. Ça, c'est une expérience vraiment intéressante. Et du coup, nous, on a fait le choix ensuite, le seul choix qui s'imposait à nous, vu cette expérience-là, c'était de toute façon d'avoir une équipe qui est hybride aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a des personnes en interne et des personnes chez un prestataire, en partenariat, mais qui sont dans un même local, donc dans un même bureau, qui sont chez nous. Et on veut savoir ce qui se passe, on veut comprendre pourquoi on a certaines difficultés, ce qui est peut-être moins évident, effectivement, si vous faites appel à un MSSP qui est distant et qui va vous envoyer des incidents, un tableau de bord de temps en temps. Voilà. Vous savez, pour le parti interne ou externe, on s'est posé la question au début, et je me voyais mal en fait sous-traiter le service sans savoir vraiment à quoi je m'attendais en termes de niveau de qualité. Donc moi le challenge c'était de me dire, voyons ce que nous on arrive à faire en niveau de qualité. Demain si je sous-traite, je saurais si c'est mieux faire ou moins bien faire que nous. Donc c'était ça le premier, notre premier sujet là-dessus. Après l'externalisation, nous on est partiellement ouvert dessus, notamment pour faire le HNO. Donc aujourd'hui on gère l'heure ouvrée, mais en dehors de la nuit, les jours fériés, on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc, on serait parti sur de l'hybride à moyen terme, notamment pour cette question de disponibilité d'horaire. Ce qu'on peut peut-être ajouter, effectivement, c'est que dans un premier temps, si vous souhaitez franchir le pas et puis valider votre projet de SOC futur, faire appel à un prestataire, ça peut effectivement permettre d'emprunter certains raccourcis et de faire la preuve qu'il y a vraiment des choses à trouver dans votre système d'information et du travail à faire. Mathieu, est-ce que vous pouvez répondre, si vous pouvez leur répondre, sur la partie réglementaire de la localisation géographique du SOC. Ça va être assez rapide pour l'acquisition géographique, c'est en France. C'est une loi nationale. Donc tout est en France. Y compris les opérateurs, pas question qu'ils soient à distance. Les logs, les gens, etc. Tout. Ça, c'était la première question. Et la seconde question, c'était... interne externe. Alors oui, interne et externe. Alors au début, nous, on est parti, honnêtement, quand en 2014, on a commencé à travailler sur PDS, on s'est dit que tout a été externalisé et que c'était la logique économique de l'IT, etc. Et finalement, les mois passant, les OIV ont commencé à s'exprimer en disant
Moi, j'ai tenté le SOC il y a quelques années, full externalisé, ça s'est mal passé. Et puis, il y a des notions de réversibilité, c'est compliqué. Donc, pas trop fan de l'idée. Et donc, du coup, notre schéma de qualification, on a dû l'adapter, permet donc de qualifier des prestataires de détection full externe, donc complètement externalisé, un prestataire qualifié, complètement internalisé, donc avec son personnel, son infrastructure, et hybride. Et le sujet de l'hybride, c'est effectivement le référentiel PDS se subdivise en activités, la notification, la détection, etc. Et donc, il y a la possibilité, effectivement, de glisser d'un côté, de l'autre, ces activités. Alors, évidemment, le sujet qui est actuellement en débat au sein des groupes de travail, c'est la portée de la qualification. Est-ce que l'OIV qui est sur un mode hybride doit porter ou pas la qualification, etc. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la question. Une question en lien avec l'efficacité. Les organisations n'ont pas attendu d'avoir un SOC pour détecter des incidents. Vous avez maintenant un SOC. Quels sont les types d'incidents que vous avez découverts grâce au SOC, si vous en avez trouvé de nouveaux types? Non, on l'a vu sur un slide, je pense. L'intérêt principal, c'est la rapidité de la détection. Que quand on se fait pirater, on le voit, on peut le voir au bout, je sais pas, d'1, 2, 3 jours, une semaine ou plus. Là, c'est vrai, si on a des indicateurs qui commencent à clignoter un peu partout, suivant les endroits qu'on s'est mis à superviser, ça permet de détecter l'intrusion plus vite. Donc ça, c'était le principal intérêt que j'ai vu. On a centralisé pas mal de sources, la corrélation apporte beaucoup. Donc c'est vraiment le véritable intérêt, c'est le délai de réaction, pour ma part. Après, détecter des changements dans l'entreprise qui passeraient hors câble ou des choses comme ça. Et beaucoup sur l'hygiène, j'ai beaucoup apprécié le truc de l'hygiène que ça permet de tirer beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'usage de vieux protocoles, des telnets qui traînent à gauche à droite, des TeamViewer qui sont faits dans des zones qu'on ne pensait pas avoir Internet, ou des choses comme ça, c'est voilà, de refaire un peu, remettre un peu au propre le SI, quoi. Ça servi aussi à ça, je pense. C'est un point qui a été effectivement évoqué sur l'hygiène, c'est important, parce qu'au début, c'est principalement ce qu'on voit, c'est les problèmes de configuration d'équipement, etc., ou des mauvais usages. Et puis au fur et à mesure qu'on monte en maturité, là on est capable de découvrir des choses un petit peu plus intéressantes. Et pour notre part, je dirais qu'on a pu voir certains événements qu'on n'aurait pas su voir avant, très clairement, notamment quand il s'agit de surveiller un site exposé sur Internet. Est-ce que vous êtes fait voler des données ou pas? Vous ne le saviez pas avant, là vous pouvez maintenant le découvrir. Ça repose aussi la question si ce site est hébergé chez un prestataire ou dans le cloud. Est-ce que vous l'auriez vu? Vous l'auriez su? Voilà. Et ça, très clairement, c'est une montée en maturité du SOC qui permet de voir ces éléments-là au fur et à mesure. Alors oui, détecter la partie hygiène, c'est très important. Nous, on aime bien l'idée là, à très court terme d'avoir des organisations qui, quand on sait à peu près ce qu'on cherche, sont capables de le trouver, enfin du moins on a les moyens techniques et humains de trouver. Et ça, c'est une énorme lacune auquel aujourd'hui on est confronté à l'ANSSI. Quand on sait partiellement, voire complètement ce qu'on doit chercher, on n'a pas en face le répondant nécessaire pour aller chercher. Donc outiller, former, etc. Donc pour nous, à très court terme, c'est ça. Après, évidemment, à moyen terme, c'est une fois que ça tourne, détecter les incidents de production qui peuvent donner la puce à l'oreille sur d'autres incidents plus graves. Rebondir sur ce que tu dis, l'ANSSI fait partie des organismes qui nous envoient assez régulièrement des IOC. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est des indicateurs de compromission. Donc, c'est éventuellement des requêtes vers un domaine, vers une adresse IP, etc. C'est des clés de registre sur un PC. Et effectivement, il y a une problématique là de capacité à industrialiser tout ça une fois qu'on a les outils, un début d'outillage. Et puis aussi d'aller détecter certains événements aujourd'hui. Par exemple, sur le poste de travail, l'outillage, il commence à apparaître maintenant, mais c'est assez compliqué sur un parc de dizaines de milliers de postes d'aller rechercher ces indicateurs. Et sans que l'attaquant le sache, bien sûr. Alors moi, le SOC, c'est comme quand j'ai eu ma première paire de lunettes. C'est-à-dire que j'ai enfin découvert mes SI, que le DSI passait sa vie à me cacher. J'ai découvert plein de choses que je ne savais pas et qu'il était important que je sache.
Et donc ça a quand même eu cette grande utilité. Et puis après, oui, je suis d'accord avec la rapidité de retour, réaction. Et je rajoute un point, c'est le déploiement de nouveaux outils de détection qui s'organisent autour du SOC. C'est-à-dire que maintenant, on a déployé un certain nombre d'outils. Alors, bon, je vais citer un exemple, mais c'est... parce que, je ne sais pas si vous savez, mais chez nous, il y a beaucoup de données personnelles. Donc, on a déployé un outil type Varonis pour surveiller certaines choses particulières, et on l'a complètement couplé avec le SOC. Donc, on a tout de suite les alertes. Enfin, on a... c'est-à-dire qu'avant, on achetait des outils de sécurité sans savoir si on en avait vraiment besoin. Maintenant, on achète des outils de sécurité dont on sait qu'on a vraiment besoin. Voilà. C'est une belle conclusion, Martine. C'est un aveu, mais c'est bien. Merci.